Hello, produits laitiers se poursuit depuis les studios Hello Press pour ce webinaire réalisé en partenariat avec Appia Technologies. Les poudres en industrie laitière, quelles sont les clés pour obtenir un atelier à la fois hygiénique, ergonomique et sécurisé pour en faire un véritable levier de productivité qui soit compatible avec l'hygiène et puis le confort des opérateurs? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Juliette Larodé, vous êtes responsable marketing pour Appia Technologies. À vos côtés, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Philippe Mariette, ingénieur technico-commercial pour Appia Technologies, le spécialiste des transferts de poudre. Le chat est ouvert, il est animé par Yann Kivigère d'Appia Technologies. N'hésitez pas à poser vos questions au fil des interventions. Nous y répondrons avec Juliette et Philippe en fin de webinaire et toutes les questions feront l'objet de réponses personnalisées, y compris ultérieurement après le webinaire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Juliette, par rapport à d'autres filières alimentaires, au fond, les poudres dans l'industrie laitière, ça peut susciter certaines appréhensions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait Pierre. Dans la filière des produits laitiers, on rencontre souvent des interlocuteurs qui sont pour le moins sceptiques, voire très inquiets d'intégrer des poudres dans leur process. Alors évidemment, leur habitude des process liquides rend effectivement cette question problématique. Alors on a en face de nous des responsables de production, par exemple, qui sont très interrogatifs sur la manière de manutentionner ces poudres et également comment automatiser les process pour intégrer les poudres. On a en face de nous des responsables qualité et QHSE qui ne font aucun compromis, et tant mieux, sur l'hygiène et les risques bactériologiques. Donc leurs questions vont tourner autour de la gestion de la volatilité des poudres et la manière de faire cohabiter ces poudres dans un milieu humide. Et enfin, on peut aussi citer des responsables marketing et R&D qui connaissent très bien les formulations liquides, mais qui ont beaucoup plus de questions quant à le respect des recettes et la qualité du produit fini à base de poudre. Voilà, et tout cela en plus est lié à une méconnaissance souvent des systèmes de transfert, de stockage et d'incorporation qui nous obligent à une certaine pédagogie comme on le fait cet après-midi. Ah, exactement, des solutions existent. On va entrer dans le détail très prochainement, mais restons sur les problématiques techniques. Au fond, quelles sont-elles si on fait un comparatif poudre versus liquide? Alors, c'est assez intuitif d'imaginer qu'on ne va pas s'occuper des poudres comme on s'occupe de liquide. Donc ça commence par les logistiques amont qui sont différentes. On pourrait aussi citer la notion de stockage et de déconditionnement de ces poudres comparativement au liquide. Mais j'ai envie de m'arrêter plus sur la partie transfert, puisque les réseaux liquides sont très différents des réseaux poudres. Ils sont rassurants parce que complètement étanches. Par définition, les tuyauteries liquides sont totalement confinées et hermétiques, ce qui est plutôt rassurant. Et puis, ce sont souvent des process très automatisés, avec peu d'actions finalement manuelles et humaines, jusqu'à la notion de nettoyage qui, elle aussi, est automatisée avec des systèmes NEP qui sont plébiscités. Et simplement, je dirais que c'est sur ce point qu'il est très important de faire la différence entre la gestion des poudres et des liquides, puisque le point essentiel est de ne jamais amener d'eau et d'humidité dans le réseau poudre. Ouais, on peut dire que les poudres n'aiment pas l'eau, mais il y a des solutions effectivement pour répondre à cela. Philippe, on a dressé un constat qui est clair et net. Pour autant, difficile de se passer des poudres en industrie laitière. Très difficile, d'autant plus que certains composants en fait, n'existent qu'en poudre. Il existe une telle diversité de produits texturants, d'arômes,
bien même d'améliorants en fait nutritionnels, qu'il est impossible en fait de tenir tout ça en fait uniquement en forme liquide. L'autre raison aussi, c'est pour des raisons logistiques. Le sac, donc le solide en fait, est beaucoup plus facilement manipulable par un opérateur que du liquide. Il y a aussi des raisons logistiques. Il est plus facile de stocker en grande quantité des solutions en poudre que des solutions liquides. Les dates de conservation sont beaucoup plus longues en fait en conservation sac, donc ça apporte beaucoup d'avantages. Donc on peut par exemple prendre les exemples de certaines applications poudre. Excusez-moi. Vas-y Juliette, je te laisse prendre derrière. C'est à l'écran. Voilà, donc tout à fait. Donc là, pour la partie, quelques exemples sur les poudres de lait qu'on peut adjoindre pour la préparation de produits riches en protéines, qu'on retrouve pour les préparations liquides pour le sport. La partie dessert aussi, où on retrouve énormément de sucre, des arômes, des cacao, et également des riz, des semoules, des texturants pour améliorer les caractéristiques du produit. Et également, on n'oublie pas la partie fromagère sur laquelle on va retrouver du saupoudrage de sel, des épices, donc différentes activités qui ne peuvent être utilisées que en poudre. Effectivement, un panel d'applications possibles. Allez, on va essayer d'organiser le propos en segmentant par grand enjeu. On va commencer par un enjeu très important, c'est évidemment celui de l'hygiène. Comment on répond aux exigences sanitaires, Juliette ? Alors, sur l'aspect sanitaire, ce qui est important, c'est d'éviter de transmettre des poudres, enfin de répandre des poudres dans la partie production hygiénique. Et pour ça, ça commence par un bon choix de stockage et un bon choix de lieu de déconditionnement. Alors, on a souvent tendance à penser que le choix du mode d'approvisionnement sera déterminé par les volumes qu'on va traiter. Alors, c'est vrai en partie, bien sûr, mais il est important de penser également la manière dont on va déconditionner ces poudres. Et pour ça, les petites astuces à retenir, c'est par exemple de penser à séparer la partie déconditionnement de la partie production. C'est souvent tout à fait possible, effectivement, de dédier une zone spécifique à cette partie-là. Et il est fréquent donc que l'on installe ce qu'on appelle des zones de poudrage totalement isolées de la zone de production en tant que telle des produits laitiers. Donc, passer cette question du stockage, bien sûr, on arrive à la notion de transfert, puisqu'il va bien falloir emmener et faire voyager ces poudres jusqu'aux machines. Et pour ça, l'idée, c'est d'éviter aussi au maximum de faire traverser le réseau poudre dans la partie production. Là encore, quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre. Tout d'abord, essayer de rapprocher, de réduire au maximum le temps de trajet. Par exemple, penser aussi gravitaire, c'est-à-dire que si on peut idéalement vider gravitairement dans la cuve directement les poudres, c'est le système idéal. Et par exemple, faire voyager la poudre dans les combles techniques plutôt que de les faire voyager dans les ateliers. Voilà. Ensuite, l'idée de toute façon, c'est de confiner au maximum ces poudres pour éviter l'empoussièrement. Alors évidemment, à un moment ou à un autre, il est difficile de totalement supprimer le risque de diffusion de poussière, notamment quand on va travailler avec des sacs. Mais là, les solutions existent avec des systèmes de hottes. Donc hottes de confinement, c'est la première image sur la gauche, où là simplement on va vider le sac, fermer la porte de la hotte avant de lancer le transfert pour refermer en quelque sorte le circuit avant d'envoyer le transfert. La solution du milieu, c'est tout simplement cette même hotte qui va être branchée à un système d'aspiration extérieur. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler en continu, en vidant des sacs les uns après les autres et en captant la poussière pour éviter la dispersion dans l'atelier. Et enfin, une autre solution qui est la hotte avec le filtre directement intégré et l'aspiration intégrée, avec un avantage qui peut être, grâce au décolmatage, de récupérer une partie des fines produites, surtout quand on a des produits à haute valeur ajoutée. C'est clair, Juliette, pour cet enjeu de maîtrise de l'empoussièrement. Sur le volet sécurité des aliments, comment s'assurer que les poudres introduites dans le process sont véritablement propres à la consommation, Philippe? Donc c'est la raison d'être d'Appia depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Donc nous ne travaillons que dans l'industrie agroalimentaire et par extension aussi dans l'environnement du pet food. Donc toutes les installations que nous délivrons sont certifiées, délivrées avec un certificat d'alimentarité. Donc suivant les normes européennes CE 1935-2004 et également sur les conformités des matériaux plastiques suivant l'UE 2010-2011. À ce propos-là, donc les tubes de transfert que nous utilisons sont issus en fait de tubes biosourcés.
Donc, certifié par un organisme indépendant qui est la COFRAC, qui certifie les taux de migration de nanoparticules. On est le seul à pouvoir proposer ce type de certificat. Une vraie garantie, effectivement. Ouais. Et donc après, nous sommes également adhérents auprès de l'EHEDG qui nous permet d'avoir un regard éveillé en fait sur toutes les bonnes pratiques de conception alimentaire, que ce soit sur les zones de rétention, les facilités d'accès au nettoyage, à l'hygiène en général. Ouais, la conception hygiénique, la chasse aux points de rétention qui pourraient être autant de niches de contamination. Et donc après, la première barrière, c'est d'abord faire la chasse au corps étranger. Donc c'est pour ça que sur les photos qu'on peut voir, on prévoit donc des systèmes vraiment en amont des installations pour capter les éventuels corps étrangers. Quand on vient craquer un sac, ça peut être des risques en fait d'envoyer des morceaux de sache, craft ou PE, voire même en fait éventuellement un morceau de lame de cutter. La deuxième barrière, c'est de faire la sécurité en ligne, donc avec des tamisages de sécurité. Et la dernière barrière, ça va être de pouvoir faire du captage de particules métalliques, donc sur les ensachages, en captant les éventuels copeaux ou risques en fait de particules métalliques. C'est clair pour ce point, Philippe. Allez, un pas de côté vers un autre enjeu, mais qui est crucial lui aussi, c'est bien la sécurité du personnel et en particulier de l'enjeu des atmosphères explosibles, dites ATEX. C'est un sujet que vous connaissez bien et en tant que spécialiste du transfert des poudres. Alors, quels sont les points de vigilance à connaître, Philippe ? L'environnement ATEX, c'est une problématique qui est de plus en plus présente et rencontrée donc, dans les environnements industriels, surtout au niveau des poudres, là où on peut avoir des générations de poussière qui peuvent être soumis à des risques d'explosivité. Notre rôle, en fait, c'est de pouvoir accompagner l'industriel dans la démarche d'une définition du zone ATEX. Donc, on va pouvoir l'accompagner donc dans la conception de la ligne en général, définir avec lui à peu près les risques, enfin l'environnement du risque, et également définir avec lui, enfin s'assurer que pendant la phase de transfert, donc ce qu'on appelle en zone 20, on assure nous la conformité ATEX avec un organisme indépendant. Donc on fait certifier nos équipements par l'INERIS pour les zones ATEX en zone 20. Entendu, Philippe, pour ce volet ATEX. J'ai envie qu'on cible maintenant sur un point très précis, un point critique des installations, c'est la cohabitation entre les poudres et les liquides. Alors Juliette, comment éviter que l'humidité pénètre dans les réseaux de poudre ? En effet, c'est le point crucial puisque quand l'eau rencontre la poudre, c'est là qu'on va développer vraiment des risques bactériologiques, des risques de sécurité alimentaire. Alors en fait, il y a 3 points de rencontre possibles. Le premier, ça va être quand on va nettoyer éventuellement avec de l'eau. Le deuxième, ça va être pendant que le produit, on va dire, est transféré dans des atmosphères humides que sont les ateliers des filières laitières. Et enfin, le troisième point, c'est quand on va venir injecter la poudre dans le process liquide. Donc rapidement sur chacun de ces points. Donc pour ce qui est du nettoyage humide, il y a une chose absolument indispensable qui est, et à comprendre, c'est qu'il faut admettre qu'on n'injecte jamais d'eau à l'intérieur du circuit poudre. D'autres solutions existent pour éviter ce point-là et c'est vraiment une règle de conduite à laquelle il ne faut pas déroger. Il peut cependant se produire d'avoir nécessité de nettoyer certains équipements annexes, une trémie, un doseur, des choses comme ça, où là, les procédures peuvent exiger d'amener de l'eau. Dans ce cas-là, on va prévoir des choses qui sont démontables ou bien des systèmes qui sont mobiles pour pouvoir les emmener dans une zone de lavage spécifique où ils pourront effectivement être nettoyés. La deuxième chose, donc, c'est le passage dans les zones très humides de l'atelier. Évidemment, comme ces ateliers sont beaucoup nettoyés en eau, il y a beaucoup d'humidité qui voyage. Et donc là, le but va être de transférer dans un milieu le plus clos possible, en privilégiant des technologies d'ailleurs qui n'ont pas besoin d'injecter d'air à l'intérieur du transfert pour éviter
d'intégrer également l'humidité ambiante, et avec une petite subtilité qui est quand même de veiller à ce qu'il y ait des zones où on peut vérifier ce qui se passe à l'intérieur, donc avoir des parties visibles quand même sur l'intérieur du réseau pour vérifier ce qui s'y passe. L'installation de vannes d'isolement également permettent d'isoler le réseau poudre de l'atmosphère en général. Et le dernier point, c'est au moment où on va injecter, diluer la poudre dans la cuve liquide. Là, évidemment, on n'a pas le choix que de se faire rencontrer les deux éléments. C'est d'autant plus complexe quand la cuve est chauffée. Mais là encore, chez Appia Technologies, on dispose de solutions qui vont faire l'interface entre le milieu sec et le milieu humide en évitant les remontées de vapeur dans le circuit de distribution des poudres. Ouais, en effet, ces interfaces sec-humide qui jouent un rôle déterminant dans les installations. Philippe, à ce propos, l'introduction de poudre dans un process liquide, comment ça se maîtrise? Est-ce que c'est facile, tout simplement? Non, c'est une activité qui demande un peu de pratique. Là, on rencontre deux mondes différents, comme disait Juliette. Donc, c'est la rencontre d'un état solide à un état liquide. Il faut pouvoir faire correspondre les deux. Donc, dans les applications de mélange, donc on peut rencontrer des technologies de dispersion, des technologies aussi de dilution, donc faire tomber une poudre ravitaillement dans une cuve en agitation. Ça peut être aussi une partie mélange, donc pour aider en fait à l'application d'une poudre de mauvaise solubilité. Donc après, il faut pouvoir répondre aux contraintes du process liquide en répondant sur la partie solide. Donc correspondre le débit demandé, la quantité de produit, en assurant une bonne régularité. Si on prend l'exemple de la diapo, donc on va rencontrer un process très compact en fait de poudrage pour du yaourt fermenté. Très compact, on va rencontrer un vide-sac avec une grosse capacité qui va alimenter un tampon également de grosse capacité. Ça permet d'avoir un batch à l'avance en fait prêt à être exploité. Et sur l'installation, on a également prévu pour le client un petit vide-sac où on a vraiment de la pesée manuelle pour les micro-ingrédients tels que la vitamine C et les probiotiques. Sur la deuxième application, on avait une contrainte, c'était de pouvoir mélanger une poudre qui était très dure en fait à incorporer dans un liquide. Donc pour cette application, on a prévu de pré-mélanger les deux poudres avant de les incorporer dans le process liquide. Et sur la dernière application, donc là, le client voulait alimenter en sucre son process, mais par contre avec beaucoup de débit et une très bonne précision. Donc on partait d'un silo souple avec des écrogéneurs pour répondre à des problématiques de grogonnage de sucre, et on alimentait donc une trémie pesée pour alimenter ensuite un liquiverteur avec un débit de 700 kg à 4,5 tonnes par heure avec une précision de 200 grammes. Donc, à la fois du débit et de la précision. Ouais, des exemples très concrets qui montrent le panel des applications possibles. On poursuit de dérouler les enjeux clés auxquels Appia Technologies peut répondre. Un enjeu très important, c'est le bien-être des collaborateurs. Manipuler des poudres, ça peut être l'objet de tâches lourdes, pénibles, répétitives, voire même accidentogènes. Alors, comment on fait justement, Juliette, pour éviter ces problèmes? Alors c'est vrai qu'au-delà du risque sanitaire, l'autre point vraiment crucial, c'est cette fameuse ergonomie et cette gestion de la pénibilité. On sait que ce soit la filière laitière, mais toutes les filières de l'agroalimentaire ont besoin de soigner leur image employeur, et il est vraiment crucial que les process tiennent compte de cette lutte contre la pénibilité. Alors, on va évacuer tout de suite la partie sécurité puisque évidemment c'est un prérequis indispensable, une sécurité d'ailleurs qui est assez bien encadrée par la directive machine. Donc chez Appia Technologies évidemment on se conforme à cette directive et on fait éventuellement valider dans nos ateliers ou directement chez les clients par des organismes type APAV des installations qui sortiraient un petit peu des choses qu'on fait de manière on va dire habituelle. Voilà, donc cette partie sécurité, effectivement, est essentielle. Pour la partie ergonomie, c'est vrai qu'on a là quelque chose d'un petit peu moins encadré. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'équipementier, on fait en sorte de pouvoir prendre en compte cette problématique et à deux niveaux. C'est ça qui est important, c'est que, évidemment, on pense à l'utilisateur, à l'opérateur qui va être derrière la ligne. Donc là, il va s'agir d'éviter un maximum les ports de charge ou de les simplifier si possible, c'est-à-dire de travailler par exemple à hauteur d'homme et au sol,
On fait la chasse absolument aux marchepieds et aux plateformes chez nos clients, ça arrive souvent. Et puis également le deuxième pan, c'est la partie inhalation de poussière. Donc là, comme on l'a déjà un petit peu vu tout à l'heure, il existe des systèmes pour éviter que l'opérateur n'avale et ne respire une atmosphère trop empoussiérée. Voilà. L'autre pan, c'est la maintenance, c'est-à-dire que là aussi, il faut penser à l'ergonomie quand on va venir entretenir les lignes. Donc pour les techniciens de maintenance et les intervenants, accéder facilement aux pièces d'usure et au démontage quand c'est nécessaire. Alors, sur ce point, certains prennent des décisions drastiques qui consistent à supprimer totalement les sacs pour passer aux big bags, qui sont quand même de plus en plus installés. C'est vrai que c'est aujourd'hui des choses qu'on fait très très couramment, avec un exemple chez les glaces Thirier, qui donc nous ont fait confiance pour installer une zone dédiée au déconditionnement des big bags, pour supprimer les sacs, avec un transfert longue distance jusqu'aux machines, et le client définissait le retour sur investissement sous le terme de ROI social, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Et en effet, Juliette, un exemple de remplacement des sacs par des big bags. Philippe, ça veut dire que il n'y a plus besoin de sacs, il faut les supprimer. C'est votre conseil ou j'ai pas bien compris? Ça pourrait être une solution, mais malheureusement, c'est pas encore possible. Ouais. L'utilisation des sacs est encore très présente. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. C'est qu'en fonction des volumes consommés par le consommateur, enfin du moins par l'industriel, il n'y a pas toujours la possibilité en fait d'approvisionner du silo ou du big bag. D'autant plus que le sac, c'est encore un des conditionnements qui est le seul manipulable en fait par un opérateur, contrairement à un big bag ou un silo. Donc il y a certains aussi composants qui n'existent qu'en big bag, enfin qu'en sac. Donc si on prend le cas par exemple de gélifiants, c'est des produits qui n'existent que sous format sac. Il y a également beaucoup d'arômes, surtout si on parle de produits bio qui se retrouvent uniquement en sac et pas encore en big bag. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse adapter nos équipements aux contraintes qui existent toujours sur l'utilisation des sacs. Donc c'est le cas de la photo que je présente, où là on a du transfert de poudre. Donc là c'est pour la préparation d'alicaments. Je ne sais pas si le terme est encore utilisé aujourd'hui. La recherche en fait pour ce projet-là, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui était ergonomique pour l'opérateur, facilement nettoyable pour éviter les problèmes d'hygiène, et également aussi accessible pour la maintenance. Donc là, dans ces cas-là, on a prévu un vide-sac de grande capacité, ergonomique, à hauteur adaptée à l'opérateur, avec assistance de port de charge. On a également la partie démontage rapide avec des pailliers soufflés pour des problématiques d'humidité en fait dans le process poudre. Et on a également un doseur qui vient doser en continu avec la bonne proportion vers une cuve de mélange. Ouais, c'est clair, Philippe. On approche de la séance de questions-réponses. Elles ont déjà largement commencé, mais je vous invite à poser vos questions. Nous allons nous efforcer d'y répondre dans un instant. Mais quand même un mot de synthèse, Juliette. Au regard de ce que vous avez présenté, des applications que l'on voit, on voit effectivement qu'il est possible d'utiliser les poudres en industrie laitière. En revanche, il y a effectivement le besoin sans doute de penser le plus en amont possible l'installation. Exactement. Alors c'est vrai que l'important, c'est vraiment d'être accompagné par un spécialiste du transfert de poudre et en agroalimentaire. C'est quelque chose de très important pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant, et c'est tout un savoir-faire effectivement à mettre en œuvre. Alors c'est évidemment le métier d'Apia Technologies, donc on ne dira pas le contraire, mais pour rebondir sur ce que vous dites, Pierre, c'est vrai que j'ai quand même envie de relever 2 points importants pour conclure. Le premier, c'est la prise en considération très en amont des projets globaux de process des problématiques de poudre, c'est-à-dire qu'il faut intégrer ça vraiment dès le début des projets. Et la deuxième chose, c'est en aval des projets, parce qu'une fois que tout est installé, il est très important de bien l'utiliser. Et pour ça, ce qui est important, c'est de former les opérateurs, former la maintenance pour utiliser à plein la puissance de ces systèmes de transfert de poudre et de dosage de poudre. Voilà, donc j'ai envie simplement de terminer en disant que le leitmotiv d'Apia, c'est vraiment d'expliquer que le process poudre peut devenir un vrai levier de productivité pour les process agroalimentaires en général, et tout ça sans compromis avec la sécurité, les conditions de travail et l'hygiène dans ces ateliers de production. C'est clair, Juliette, Philippe, place
aux questions. Elles sont précises et nombreuses. Alors, allez, un panel de questions relatives au nettoyage. On vous demande quelles sont les solutions de nettoyage à sec. On vous demande aussi quid du cas particulier des produits collants type produits lécitinés, gras, produits motants. Philippe? Donc, la première question était relative au nettoyage. Nettoyage à sec. Donc voilà, donc il faut nettoyer à sec. Une installation poudre ne demande pas de nettoyer en humide, sauf cas exceptionnel. Mais l'installation poudre, en fait, doit être nettoyée donc d'abord en aspiration, nettoyage mécanique, c'est-à-dire brossage ou autre, et dans les cas en fait de transfert de très longues, de très longs transferts, en fait, faire un nettoyage s'il le faut en sec avec un produit neutre. Ça peut être le sucre, souvent dans le cas d'applicatifs laitiers, et dans l'industrie fromagère, très souvent fait un nettoyage avec un sel. Entendu. On vous pose la question, vous avez suscité l'intérêt quand vous avez parlé des interfaces sec-humide. Est-ce que vous pourriez revenir plus en détail comment ça se constitue et voilà, comment ça fonctionne, Philippe? Bien sûr. Alors, notre interface sèche-humide assure en fait une barrière vapeur entre l'environnement humide de la cuve, donc qui peut être en température, et l'environnement très sec en fait de la poudre. L'idée étant vraiment d'éviter la cristallisation de certains produits à la rencontre de ces deux environnements. Afin d'éviter ça, nous mettons en place des barrières zone sèche, zone humide qui sont sous pression. C'est-à-dire que vous avez une vanne papillon. Au moment où elle va être ouverte, le flux d'air va diriger vers l'environnement humide, donc, ce qui évite les remontées de vapeur dans le transfert. Entendu. Alors, une question qui concerne l'air comprimé. Est-ce que c'est requis et quelle qualité d'air comprimé est requis pour vos installations? Je me tourne plutôt vers Philippe. Oui. Alors, l'air comprimé est présent à la fois pour les actionneurs mécaniques, donc ça peut être notamment en pensant aux vannes, pour tout ce qui va être en contact alimentaire, donc il y a différentes notions. Mais la principale, dès lors que vous injectez de l'air dans le process poudre, donc dans la partie vis et transfert, l'industriel en fait prévoit très souvent en fait un air sec, propre et déshuilé de qualité alimentaire. La conception hygiénique est vraiment un point d'attention. On vous interroge sur la vanne papillon. Donc il y a l'utilisation de vannes papillon. Quid de la conception hygiénique d'un tel équipement? Sur les vannes papillons, donc les vannes papillons, ce sont des produits manufacturés qui sont sélectionnés en fonction du matériel déjà en place chez le client. Donc certains clients demandent de vannes de telle marque pour correspondre à l'ensemble du parc existant sur l'usine. Sinon, nous utilisons en fait des vannes vraiment aptes au contact alimentaire, donc inox 316 pour tout ce qui est contact alimentaire. Encore sur le nettoyage, et puis on changera de thème pour la suite. Vous avez répondu pour les process mélange, au fond, avec sel, sucre. Quid des tours de séchage? Est-ce qu'il y a une préconisation particulière pour ce type d'industrie? Pour la partie tour de séchage, alors on fait de la reprise. J'avais un exemple tout à l'heure d'une photo donc, où je venais reprendre une poudre de lait infantile en sortie d'un vibrofluidiseur. Je pense que Juliette va pouvoir me remettre la photo. Bien. C'était celle d'après. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est exactement la photo du milieu. Je viens reprendre sous une tour de séchage en sortie d'un vibrofluidiseur. Donc là, la poudre est à la fois chaude, un petit peu collante. Et donc les caractéristiques de ce produit, c'est qu'il faut qu'il soit complètement démontable et nettoyable en zone de nettoyage. Donc l'appareil est mobile, monté sur roulette et complètement accessible en fait au nettoyage en humide. Je change de registre, on a beaucoup parlé nettoyage, mais au fond, on n'a pas parlé précision. Quel niveau de précision on peut atteindre en termes de dosage? Juliette. Alors, ce qu'il faut déjà se poser, c'est comment on va doser. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de dosage. Donc, on peut très bien doser simplement ce qu'on appelle de manière volumétrique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des dosages par vis qui, en fonction du temps pendant lequel on va faire tourner la vis, on va pouvoir calculer exactement la quantité de produits acheminés. Mais on va souvent aussi contrôler ce dosage grâce à des systèmes de chaînes de pesage qui peuvent d'ailleurs être des chaînes de pesage agréées commerciales qui permettent d'atteindre des précisions. Alors tout dépend de la quantité de produits que l'on va intégrer, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gros volumes ne sont pas forcément, comment dirais-je, incompatible avec de la précision. Tout à l'heure, on a vu une utilisation
on allait faire des batchs de 4,5 tonnes avec une précision de 200 grammes. Ouais, c'est ça. Confirmez, Philippe. La précision va être dépendante en fait de la chaîne de pesage. Et oui. Simplement, parce qu'en fait, la chaîne de pesage s'incrémente en fait par palier. Donc la précision correspond en fait à l'incrémentation de ces chaînes de pesage. En tout cas, on peut aller vers des précisions commerciales dans certains cas. Tout à fait. Question relative à l'automatisation. On a bien décrit les installations que vous êtes susceptibles de mettre en œuvre. Quel est le degré d'automatisation possible, Philippe? Il peut être très poussé. On peut aller d'une installation quasi-machine autonome jusqu'à un ensemble complet intégré à un process existant en récupérant à la fois des notions de recettes, de traçabilité, de numéro de lot. Donc on peut pousser la chaîne d'automatisme en fait très loin dans l'usine, bien sûr dépendant toujours en fait de la manière dont le client veut récupérer en fait des informations. C'est très clair. On approche de la fin de ce webinaire. Allez, une dernière question. Alors, pardon, c'est peut-être une question de néophyte, mais c'est pour bien comprendre. Au fond, vis ou transfert pneumatique, comment on fait le choix? Le choix. Alors, le choix va être défini par plusieurs typologies. Le transfert pneumatique, c'est un terme qui est générique à plein de technologies. La vis a pour intérêt de pouvoir faire du transfert et du dosage. Le transfert pneumatique ne peut pas faire de transfert et de dosage. On sait ajuster les débits de nos vis à la quantité de produits demandés dans le process. Donc ça, c'est le gros intérêt de la vis. L'autre intérêt étant aussi de ne pas intégrer, de ne pas devoir aspirer de l'air ambiant dans le système, ce qui est le propre d'un système de transfert pneumatique. Et donc avec le risque d'intégrer également de l'humidité depuis les ateliers dans le process de transfert. C'est très clair. Merci pour vos interventions et vos réponses aux nombreuses questions. Merci à tous les professionnels qui nous ont regardés. Je vous dis à très vite, prochain webinaire dans 30 minutes. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.